1994. Une femme discrète entre dans l'une des galeries les plus prestigieuses de New York avec un tableau sous le bras. Elle s'appelle Glafira Rosales. Peu de gens la connaissent alors dans le monde de l'art. Elle n'a ni la stature d'une grande marchande internationale, ni le carnet mondain des collectionneurs milliardaires de Manhattan. Pourtant, ce qu'elle apporte ce jour-là à la galerie Knoedler et compagnie pourrait bouleverser le marché de l'art contemporain américain. Le tableau est présenté comme une œuvre inconnue de Mark Rothko, une découverte exceptionnelle, le genre d'apparition qui fait rêver les collectionneurs, les conservateurs de musées et les marchands depuis des décennies. Rosales raconte qu'elle représente un mystérieux collectionneur privé ayant hérité d'un ensemble d'œuvres acquises directement auprès d'un intermédiaire proche des grands artistes expressionnistes abstraits américains. L'homme souhaite rester anonyme, il ne veut ni publicité, ni exposition médiatique, seulement vendre discrètement certaines pièces. L'histoire paraît étrange, trop parfaite, presque romanesque, mais elle contient exactement ce que le marché de l'art adore entendre, le fantasme du trésor caché. À cette époque, la galerie Knoedler n'est pas une galerie ordinaire. Fondée en 1846, elle fait partie des institutions historiques du marché de l'art américain. Pendant plus d'un siècle et demi, elle a vendu des œuvres majeures de l'histoire de l'art occidental. Son nom inspire immédiatement la confiance. Acheter chez Knoedler, ce n'est pas simplement acheter une œuvre, c'est acheter une validation culturelle. La personne qui accueille Rosales est Anne Friedman, présidente de la galerie, élégante, influente, parfaitement intégrée au cercle du pouvoir culturel new-yorkais. Friedman comprend immédiatement le potentiel de cette découverte. Si les œuvres sont authentiques, il s'agit d'un événement historique. Des Rothko, des Pollock, des Motherwell inconnus du public pourraient soudainement réapparaître sur le marché. Très vite, d'autres tableaux arrivent. Un Pollock, puis un Motherwell, puis un de Kooning. Les œuvres semblent surgir d'un passé oublié. Elles sont convaincantes, suffisamment convaincantes pour séduire certains experts, suffisamment convaincantes pour être vendues plusieurs millions de dollars, suffisamment convaincantes pour entrer dans les collections des plus grandes fortunes américaines. Pendant près de 20 ans, le mécanisme fonctionne presque parfaitement. Les acheteurs se succèdent, des collectionneurs privés, des investisseurs, des dirigeants de grandes entreprises, des personnalités du monde du luxe et de la finance. Tous veulent croire à l'histoire, tous veulent faire partie du cercle restreint ayant eu accès à ces chefs-d'œuvre invisibles pendant des décennies. Parmi eux se trouve Domenico De Sole, ancien dirigeant de Gucci. En 2004, il achète un faux Rothko pour 8,3 millions de dollars. Pierre Lagrange, milliardaire belge et fondateur d'un important hedge fund, acquiert quant à lui un faux Pollock pour environ 17 millions. Même des spécialistes du marché les plus expérimentés se laissent convaincre. Ce qui rend l'affaire fascinante, ce n'est pas seulement la qualité des faux, c'est le fait que tant de personnes puissantes aient voulu qu'ils soient vrais. Car les incohérences existent depuis le début. La provenance est floue, le mystérieux collectionneur refuse d'apparaître publiquement. Certains historiens de l'art trouvent les œuvres étranges, d'autres remarquent que certaines compositions semblent trop contemporaines dans leur construction. Quelques experts expriment des doutes. Mais dans le marché de l'art, le doute devient souvent inaudible lorsque des millions de dollars commencent à circuler. Plus les prix montent, plus la crédibilité augmente. Plus les collectionneurs prestigieux achètent, plus il devient difficile de contester l'authenticité des œuvres. Plus la galerie Knoedler engage sa réputation, moins les autres acteurs osent remettre en cause le récit. C'est précisément ce qui rend cette affaire si importante dans l'histoire récente du marché de l'art. Le scandale ne repose pas uniquement sur des faux tableaux. Il repose sur une mécanique collective de validation. Le faux n'entre jamais seul dans le marché. Il arrive entouré de récits, de certificats, d'expertise, de conversations privées, de prestige institutionnel et de confiance sociale. Dans les recherches récentes sur les fraudes artistiques, les enquêteurs parlent désormais de blanchiment documentaire, pour désigner ce processus où l'environnement de l'œuvre devient plus important que l'œuvre elle-même. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres des galeries luxueuses de Manhattan, un homme travaille discrètement dans un atelier du Queens. Il s'appelle Pei Shen-tian, immigré chinois arrivé aux États-Unis dans les années 1980. Il peint dans un environnement modeste, loin du glamour des ventes millionnaires. C'est lui qui réalise les faux. Le contraste est presque irréel. D'un côté, les plus grandes fortunes américaines déboursent des millions pour acquérir des œuvres prétendument historiques. De l'autre, un peintre relativement inconnu produit ses tableaux dans un garage new-yorkais. Qian ne copie pas des œuvres existantes. C'est ce qui rend le système si efficace.
Il invente de nouvelles œuvres plausibles dans le style de Pollock, Rothko ou Motherwell. Des tableaux qui auraient pu exister, des œuvres suffisamment crédibles pour combler les trous de l'histoire de l'art. Pour vieillir artificiellement les toiles, il utilise du thé, de la poussière et même de la saleté récupérée dans des aspirateurs. Certains tableaux sont ensuite vendus plusieurs millions de dollars alors que lui-même ne toucherait que quelques milliers de dollars par œuvre. Le système entier repose sur une asymétrie troublante. Celui qui fabrique réellement les œuvres gagne très peu. Ceux qui les entourent d'un récit crédible génèrent des fortunes. Durant les années 2000, le marché de l'art contemporain connaît une explosion spectaculaire. Les prix deviennent vertigineux. Les collectionneurs milliardaires cherchent des trophées culturels. Posséder un Rothko ou un Pollock ne représente plus seulement un goût artistique. Cela devient un signe de puissance sociale. Dans ce climat euphorique, le scandale Knoedler prospère. Le marché veut des découvertes extraordinaires. Le marché veut croire aux chefs-d'œuvre cachés. Le marché veut croire qu'il existe encore des trésors inconnus. Et plus le désir est fort, moins les vérifications deviennent rigoureuses. Pourtant, certains détails commencent lentement à fissurer le récit. Des experts indépendants s'interrogent sur certains pigments. Des analyses scientifiques sont finalement réalisées sur plusieurs œuvres. Les résultats deviennent catastrophiques. Certains matériaux présents dans les tableaux n'existaient tout simplement pas à l'époque où les artistes étaient supposés les avoir peints. La science détruit en quelques semaines ce que le prestige avait protégé pendant presque 20 ans. Le scandale éclate publiquement en 2011. Les procès se multiplient. Les collectionneurs réclament des remboursements. Les médias américains découvrent progressivement l'ampleur du désastre. La galerie Knoedler ferme brutalement ses portes après 165 ans d'existence. L'effondrement est immense, pas seulement financièrement, symboliquement. Car si une institution aussi respectée a pu vendre des dizaines de faux pendant près de 2 décennies, alors une question devient impossible à ignorer. Combien d'autres œuvres douteuses circulent encore dans le marché de l'art contemporain ? Glafira Rosales finit par plaider coupable en 2013 pour fraude, blanchiment et fraude fiscale. Elle reconnaît avoir participé à la vente de plus de 60 faux tableaux pour un montant dépassant 80 millions de dollars. Elle est condamnée à rembourser 81 millions. Pei Shen-tian, lui, quitte les États-Unis pour la Chine avant son arrestation. Anne Friedman continue pendant longtemps d'affirmer qu'elle croyait sincèrement à l'authenticité des œuvres. Et c'est peut-être là que réside la dimension la plus troublante de toute cette affaire. Car le scandale Knoedler ne raconte pas simplement comment des faussaires ont trompé le marché de l'art, il raconte comment le marché de l'art s'est lui-même laissé séduire par sa propre mythologie. Pendant des années, les œuvres étaient entourées de tous les signes extérieurs de vérité. Une galerie historique, des collectionneurs prestigieux, des experts réputés, des prix élevés, des conversations privées entre initiés. Tout semblait confirmer leur authenticité. Dans un tel environnement, remettre en cause les œuvres revenait presque à remettre en cause le système lui-même. L'affaire révèle une vérité dérangeante sur le marché de l'art contemporain. La valeur ne repose pas uniquement sur l'objet. Elle repose sur la confiance collective. Un tableau devient crédible lorsque suffisamment de personnes puissantes décident qu'il mérite de l'être. Et parfois, cette croyance devient tellement forte qu'elle finit par aveugler même ceux dont le métier consiste précisément à douter.